Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez que le lien profond qui unit une mère à ses enfants est soudainement brisé. Comment une mère, qui a tout sacrifié pour ses enfants, réagirait-elle à une telle rupture? C'est l'histoire d'Amanda, une mère dévouée qui a perdu ses deux enfants dans un tragique accident. Comment cela a-t-il pu arriver en une seule journée? Revenons au début pour tout comprendre. L'histoire commence dans l'État américain de Floride, plus précisément dans une région appelée Esto. C'est une très petite zone et sa population en 2010 n'était que d'environ 364 personnes dans cette petite ville. Cependant, notre histoire commence en 2007, avec une petite famille composée de la mère, Amanda Lewis. Amanda, à 27 ans, est une mère célibataire, ce qui signifie qu'elle élève seule ses enfants, sans la présence d'un père. Elle vivait dans la maison de son ami Alan Carney, qui est devenu un membre de la famille et un soutien pour les enfants. Alan apportait régulièrement des cadeaux à Adriana et Agi, comme s'il était leur père. Les deux enfants d'Amanda avaient des personnalités très différentes. Adriana, âgée de 7 ans, était une enfant énergique et hyperactive, tandis que son frère Agi, de 6 ans, était plus calme et réfléchi. Adriana avait été diagnostiquée avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et souffrait de mixtions involontaires, ce qui compliquait encore davantage la tâche d'Amanda. Elle avait dû emmener Adriana dans un centre comportemental pour qu'elle reçoive l'aide nécessaire. À un moment donné, Amanda a été appelée à servir dans l'armée, ce qui l'a forcée à laisser Adriana sous la garde de sa famille. Pendant cette période, Amanda était en mission et n'avait rien trouvé de mieux que de laisser Adriana avec ses proches. Ils ont pris soin d'elle pendant plusieurs mois, mais quand Amanda est revenue de l'armée, elle a eu du mal à se réadapter à la vie avec Adriana à cause de la distance qui s'était installée entre elles. Cependant, avec le temps, elles ont fini par retrouver une certaine harmonie. Le travail d'Amanda consistait à travailler de nuit comme infirmière dans une maison de retraite, ce qui signifiait qu'elle passait la majeure partie de la journée à la maison avec ses enfants. Alan, quant à lui, travaillait le jour. Ils avaient donc établi une routine bien rodée où chacun avait son rôle et ses responsabilités. Le 8 août 2007, Amanda rentra du travail épuisée après une longue nuit. Elle dormit une grande partie de la journée pendant qu'Adriana et Agi regardaient des dessins animés. Après quelques heures de repos, Amanda se réveilla et décida d'emmener les enfants faire du shopping. Cependant, ce jour-là, tout allait basculer. Après cela, Amanda leur a acheté des fournitures pour l'école. Elle a commencé à se préparer, mais les enfants avaient envie de nager dans la piscine du jardin. Amanda refusa car il faisait très chaud. Elle leur dit, « Ce n'est pas bon pour vous de nager maintenant. Préparez-vous, allons au marché. » Les enfants sont alors sortis dans la cour pour jouer pendant qu'Amanda finissait de se préparer. Il y avait un bruit inquiétant, comme d'habitude. Adriana, avec sa voix écrasante, ne savait pas que c'était leur dernier jour ensemble. Imaginez avec moi, en quelques minutes, cette belle ambiance s'est transformée en un véritable film d'horreur. Quelques minutes plus tard, le centre d'urgence a reçu un appel d'Amanda, demandant de l'aide. Elle leur expliquait que sa petite fille, Adriana, était tombée dans la piscine de la maison, que son visage était devenu bleu et que ses lèvres étaient violettes. Amanda tenait Adriana dans ses bras, essayant de la réanimer. L'ambulancier est resté en ligne avec Amanda tout le temps, lui expliquant comment effectuer la réanimation, mais la réponse des ambulanciers a été lente, ce qui a fait perdre beaucoup de temps. Lorsque l'ambulance est finalement arrivée, Adriana était toujours dans les bras de sa mère, qui pleurait et essayait de la sauver, mais en vain. Cette scène a été capturée par la police lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Amanda, en pleurs, tenait toujours Adriana. Après cela, Adriana et Amanda ont été emmenés à l'hôpital, tandis que le grand-père Charles a emmené Agi à la maison pour l'éloigner de l'incident tragique et des moments difficiles à l'hôpital. Amanda se tenait à la porte des urgences. La première pensée qui lui traversa l'esprit était qu'elle allait perdre sa fille. Peu de temps après, le docteur René Fox, responsable de l'état d'Adriana, est venu voir Amanda. Elle lui a dit qu'il y avait encore de l'espoir et qu'ils avaient essayé de réanimer Adriana. En effet,
Après plusieurs tentatives, le pouls d'Adriana est revenu, mais malheureusement, ce n'était que pour un court instant avant de s'arrêter à nouveau. Les médecins ont alors réalisé qu'Adriana avait perdu la vie et ont informé Amanda de cette triste nouvelle. Le décès d'Adriana a été annoncé à 17h50. Amanda a déclaré, à ce moment-là, je l'ai touchée pour la dernière fois parce que je savais que c'était la dernière fois que je la verrais. Adriana est décédée 1 heure après avoir été transportée à l'hôpital. On ne s'attendait pas à ce que l'accident soit intentionnel, mais plutôt à un accident survenu par hasard. Toutes les preuves indiquaient qu'Adriana était tombée dans la piscine en jouant. Cependant, 4 heures après l'accident, la police a reçu un appel qui a tout changé. L'appel venait de quelqu'un affirmant être le seul témoin de la mort d'Adriana. Cette personne a déclaré avoir tout vu et que ce qui s'était passé n'était pas un accident, mais un crime prémédité. La police n'avait pas beaucoup de preuves que l'enfant avait été tué, et il était difficile de comprendre qui aurait pu avoir intérêt à commettre un tel acte. Revenons en arrière pour examiner les détails. Amanda se préparait à aller au marché et les enfants jouaient. Elle est sortie et a demandé à Agi où était Adriana. Il lui a répondu, Adriana est dans la piscine. Amanda a compris qu'Adriana était autour de la piscine, car elle leur avait interdit de nager. Elle lui a dit, d'accord, va l'appeler pour qu'on puisse y aller. Adriana était une enfant active qui courait et jouait tout le temps. Amanda savait que les enfants ne pouvaient pas entrer seuls dans la piscine, car elle devait leur installer une échelle pour qu'ils puissent y accéder. Elle avait retiré l'échelle, donc Adriana ne pouvait pas être dans la piscine. Quand Agi lui a dit qu'Adriana était dans la piscine, Amanda n'a pas compris qu'il parlait littéralement. Elle pensait qu'il parlait de la piscine en général. Gardez à l'esprit qu'Agi avait 6 ans, donc sa description n'était peut-être pas la plus précise. Après un moment, Amanda a remarqué que les voix des enfants s'étaient arrêtées. C'est devenu calme, alors Amanda s'est inquiétée et a couru dehors. Elle a été surprise de voir Adriana se noyer. Elle a essayé de la sortir de l'eau. Amanda pensait au début qu'Adriana jouait avec les insectes dans la piscine, comme elle le faisait souvent. Mais cette fois, Adriana avait perdu l'équilibre et était tombée. La police a trouvé cette explication logique. Bien qu'il n'y ait pas d'échelle pour entrer dans la piscine, il y avait une petite voiture sur laquelle Adriana pouvait grimper pour atteindre l'eau. Il était clair qu'elle l'avait utilisée. Ils ont également trouvé une bouilloire dans la piscine, ce qui montrait qu'Adriana jouait avec des insectes. Cependant, un témoin a éveillé les soupçons de la police. Ce témoin s'est présenté au commissariat et a décrit en détail comment Adriana avait été tuée. Étonnamment, les propos du témoin correspondaient aux blessures trouvées sur le corps d'Adriana. Elle avait des ecchymoses sur le front et la tête, indiquant qu'elle avait été saisie et maintenue sous l'eau. Mais ce témoin changeait souvent son récit, parfois affirmant avoir tout vu, parfois disant qu'il n'avait rien vu. La police a commencé à soupçonner un coup monté pour impliquer quelqu'un d'autre. Amanda a nié les accusations, affirmant que c'était un accident. La police a décidé de la soumettre à un détecteur de mensonges, qu'elle a réussi. Cela a laissé la police perplexe, car les propos du témoin semblaient logiques, mais il n'y avait aucune preuve concluante contre Amanda. La police a alors interrogé les proches d'Amanda. Sa mère, Yonda Beans, a déclaré que son ex-mari, Charles, n'aimait pas Amanda et aurait pu influencer le témoin. Charles a nié toute implication, mais a admis qu'il n'aimait pas Amanda parce qu'il la considérait comme une mauvaise mère. Il a affirmé qu'elle laissait souvent ses enfants affamés toute la nuit. Malgré cela, il a nié avoir incité qui que ce soit à témoigner contre elle. La question est devenue encore plus confuse lorsqu'un témoin a déclaré qu'Adriana avait une peur intense de l'eau, soulevant la question de savoir pourquoi elle serait entrée seule dans la piscine. Ce qui est encore plus troublant, c'est le témoignage des collègues d'Amanda. 3 mois avant l'incident, ils ont assisté à une situation précise entre Amanda et Adriana. Adriana, en raison de sa personnalité, faisait parfois des choses qui irritaient Amanda. Par exemple, un jour, Adriana avait pris un marqueur indélébile et avait dessiné des gribouillis sur la voiture d'Amanda, écrivant « Losé » en lettres majuscules. Amanda, nerveuse, avait alors dit « Un jour,
je vais la massacrer. Bien que ce genre de déclaration soit souvent exagéré et fait dans un moment de colère, il est difficile de dire si Amanda le pensait réellement. De plus, les collègues d'Amanda ont rapporté que ses réactions face à la noyade d'Adriana et son appel aux urgences étaient hystériques et qu'elle s'était effondrée en pleurs. Lorsqu'Amanda a été interrogée, elle a nié toutes les accusations et a insisté sur le fait qu'il y avait quelqu'un qui avait manipulé le témoin pour qu'il témoigne contre elle. Elle a souligné que ce témoin changeait constamment ses déclarations, parfois affirmant avoir vu l'incident, parfois disant qu'il ne l'avait pas vu. Mais la partie la plus importante de cette affaire est l'identité de ce témoin, car cela pourrait influencer considérablement l'enquête. En réalité, ce témoin était un enfant. La collègue d'Amanda au travail a dit cette phrase. Tout le monde l'utilise quand il est nerveux, je vais te massacrer, je vais te tuer, mais je ne m'imagine jamais le dire à mes enfants car je suis plus sensible envers mes enfants et je ne veux pas qu'ils en tiennent compte. Le pire dans tout cela, ce sont les bleus inexpliqués qui la frappaient. Le front d'Adriana, qui correspondait tout à fait aux propos du témoin, même si l'on suppose que la noyade n'y est pour rien, quelle en est la source? Les bleus. La police a décidé d'inspecter la maison d'Amanda, voulant connaître la vérité derrière les paroles de ses collègues et de son ancien beau-père, Charles. En effet, les policiers se sont rendus au domicile d'Amanda, et dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont senti une odeur nauséabonde. La maison était très sale, mais la réponse était claire, ils n'avaient reçu aucun signe indiquant que les enfants vivaient dans la maison. Comment était cette maison? Elle était ennuyeuse. Il n'y avait pas de jouets sur place. Habituellement, lorsque vous entrez dans une maison avec des enfants de cet âge, vous trouvez des jouets. Pourtant, il n'y avait qu'un seul petit jouet. Cette chose a attiré leur attention, et ils ont demandé à Amanda où se trouvaient les jouets des enfants. Amanda a dit qu'elle avait retiré les jouets des enfants parce qu'à ce moment-là, ils étaient punis pour ne pas avoir nettoyé leur chambre. Elle avait confisqué les jouets pendant une semaine comme une sorte de punition. La police a demandé à voir l'endroit où les jouets étaient rangés, mais il n'y avait rien. Ils ont fouillé toute la maison et ont constaté qu'il n'y avait aucun jouet, sauf une petite voiture rouge dans la cour, près de la piscine gonflable. Un autre point important a également retenu l'attention des enquêteurs. Les médecins qui surveillaient l'état d'Adriana ont mentionné qu'Amanda, lorsqu'elle a appris que le pouls d'Adriana était revenu, avait posé une question inattendue, où est le distributeur automatique? La question semblait déplacée à un moment aussi critique. Le docteur René a remarqué que bien qu'Amanda ait été affectée par la nouvelle de la mort de sa fille, elle n'a pas versé une seule larme. Sa réaction semblait décalée, mais la famille d'Amanda a expliqué cela par sa forte personnalité. Le comportement d'Amanda a continué de soulever des questions. Son avocat, Walter Smith, a déclaré que la réaction d'Amanda à la noyade de sa fille et son appel aux urgences étaient plus clairs et qu'elle était hystérique et s'était effondrée. Amanda a nié toutes les accusations et a insisté sur le fait que quelqu'un avait manipulé le témoin pour qu'il témoigne contre elle, soulignant les changements constants dans les déclarations du témoin. Il n'a que 6 ans et c'est le fils d'Amanda. Si vous vous en souvenez, nous avons dit que la police avait reçu un appel 4 heures après la noyade d'Adriana. À ce moment-là, Agi était assis avec son grand-père et il a prononcé une phrase choquante, « Je n'ai pas vu que c'était ma mère qui avait jeté Adriana dans la piscine ». Le grand-père a immédiatement appelé la police et leur a dit qu'Agi avait quelque chose à dire. Ils ont demandé aux enquêteurs de venir pour qu'Agi puisse témoigner. Selon son témoignage, Agi a décrit exactement ce qu'il avait vu. Lorsque les enquêteurs ont demandé pourquoi elle avait fait cela à sa sœur, Agi a répondu qu'Adriana faisait toujours des choses qui mettaient sa mère en colère. Ce jour-là, Adriana avait pris le nettoyant pour vitres et l'avait vaporisé partout dans la maison, ce qui avait mis sa mère en colère. Amanda, furieuse, est allée punir Adriana en la plongeant dans l'eau, comme Agi l'a décrit. Il a même utilisé le terme enfantin, immergé, pour décrire l'action. Lorsque l'enquêteur a demandé à Agi s'il avait mangé quelque chose ce jour-là, il a répondu « Non, je n'ai pas rompu mon jeûne ni déjeuné ». Ces propos concordaient avec ce que disait grand-père Charles. Il est important de noter que le grand-père d'Agi n'est pas le père d'Amanda, mais Charles, le beau-père d'Amanda.
La mère d'Amanda a affirmé que Charles avait influencé Agi pour qu'il dise ces choses parce qu'il détestait Amanda. Charles a admis qu'il n'aimait pas Amanda, mais il a nié avoir incité Agi à mentir. L'avocat d'Amanda est intervenu et a déclaré que la police pensait avoir un témoin, mais qu'Agi n'avait que 6 ans. Il a ajouté qu'il était facile de manipuler un enfant de cet âge pour qu'il dise ce qu'on voulait entendre. Le docteur Stephen Ceci, expert en témoignages d'enfants, a soutenu l'avocat d'Amanda en affirmant que l'entretien de police avec Agi n'était pas suffisant. Il a expliqué que le témoignage d'un enfant nécessite un traitement spécial, surtout pour les enfants de l'âge d'Agi, qu'il a décrit comme ayant un retard de développement. Selon lui, Agi agissait comme un enfant de 4 ans, bien qu'il en ait 6. Le docteur Ceci a présenté des expériences montrant comment il est possible de manipuler les enfants pour qu'ils donnent de faux témoignages. Par exemple, dans une des histoires, les enfants ont dit qu'il y avait un lapin dans leur école, alors qu'ils ne l'avaient jamais vu. Ils ont commencé à prétendre qu'ils l'avaient vu, convaincus que c'était réel. Le docteur Ceci a souligné qu'Agi ne pouvait pas inventer une histoire aussi détaillée sans l'aide de quelqu'un, à moins qu'il ne dise la vérité. Cependant, Agi s'est contredit à plusieurs reprises. Une fois, il a dit qu'il avait vu quelque chose, et une autre fois, il a dit qu'il était assis sur le tronc d'arbre dans le jardin et qu'il n'avait rien vu. Ces contradictions ont rendu son témoignage peu fiable. Il est devenu clair plus tard qu'il était impossible de voir la piscine lorsqu'il était sur l'arbre, mais il est revenu et s'en est tenu à l'histoire de base qu'il avait racontée depuis le début. Cela a été pris en considération, mais la police n'a trouvé aucune justification aux contusions sur le visage d'Adriana et l'idée qu'elle s'était noyée seule n'était pas logique. Selon le rapport, la piscine était suffisamment peu profonde pour qu'Adriana puisse y entrer et garder la tête hors de l'eau, ce qui lui permettait de respirer. La piscine était conçue pour les enfants, donc il était normal qu'elle puisse s'y tenir debout et respirer. Elle ne pouvait se noyer que si une force extérieure la maintenait sous l'eau. La police n'avait donc qu'une seule possibilité, impliquer Amanda. Le 5 septembre 2007, Amanda a été arrêtée pour meurtre au premier degré. L'affaire était difficile car le sort de la mère était déterminé par le témoignage de son fils sur le crime du meurtre de sa fille. Après une période d'enquête, il est devenu clair qu'avant qu'Amanda ne donne naissance à Adriana et Agi, elle avait eu un autre enfant. Un jour, elle l'a laissé dans son lit pendant un moment, et à son retour, elle l'a trouvé incapable de respirer. À l'époque, les médecins ont diagnostiqué son état comme un accident vasculaire cérébral, mais la cause était inconnue. Il n'avait pas de raison convaincante, mais il est mort d'un accident vasculaire cérébral. Après l'affaire Adriana, les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'Amanda avait quelque chose à voir avec la mort de son premier enfant. Ils ont proposé à Amanda un accord de plaidoyer, lui demandant d'avouer le crime en échange d'une réduction de peine de meurtre avec préméditation à homicide involontaire, ce qui réduirait sa peine à 10 ans. Amanda a refusé, affirmant qu'elle n'avait pas commis ce crime et qu'elle voulait un procès équitable. En février 2008, le procès d'Amanda a commencé et le premier et unique témoin était Agi. Au début, Agi ne savait pas que sa mère était dans le couloir. C'était la première fois qu'il voyait sa mère après 6 mois. Lorsqu'il a réalisé que sa mère était présente, il l'a vue pleurer, une scène déchirante. Agi a raconté son témoignage devant tout le monde et a dessiné ce qui s'était passé. C'était l'une des choses les plus touchantes, de voir un enfant dessiner sa mère et sa sœur, expliquant les événements en détail. Les mots d'Agi étaient ordonnés la plupart du temps, mais parfois il griffonnait ou prononçait des phrases qui ne ressemblaient pas à celles d'un enfant. À une occasion, il a dit qu'Adriana essayait d'attraper des insectes, ce qui n'avait aucun rapport avec le sujet. Peut-être que les nombreuses questions l'ont rendu confus. Il est important de rappeler qu'Agi avait 7 ans à l'époque et que l'idée qu'il soit témoin du crime de sa mère qui a tué sa sœur est une chose douloureuse. Dans de nombreux cas, lorsqu'une personne subit un choc douloureux, elle peut oublier certains détails. C'est peut-être la raison pour laquelle Agi ne pouvait pas se rappeler exactement où il se tenait lorsqu'il a vu la scène. Ou peut-être qu'en un instant, il a réalisé que sa mère était en grande difficulté et qu'elle allait être emprisonnée. Puis il a réalisé que maintenant, il était seul. Mais la défense avait un avis différent et s'est opposée à la prise. Le témoignage d'Agi était un élément de preuve,
et il le considérait comme un témoin peu fiable car il avait modifié ses versions. Au cours de l'interrogatoire, la mère d'Amanda a témoigné devant le tribunal qu'Amanda était en fait plus en colère contre Adriana qu'Agi, et eux, après le collègue de travail d'Amanda, ont témoigné dans la même position, en particulier, de la situation qu'elle avait vue entre Amanda et Adriana. Le tribunal a pris toutes ces déclarations comme preuve qu'Amanda l'avait toujours maltraitée. Le problème avec Adriana, c'est qu'elle néglige ses enfants alors qu'ils sont encore à la maison et n'ont pas de jouets. Les enfants sont négligés et n'ont rien pour se divertir. Dans ce document, elle leur a menti et a dit que j'avais une pièce entourée de jouets, et ils ont vu que la pièce ne contenait pas de jouets, mais Amanda s'est défendue et a dit, je veux dire, je ne pensais pas correctement le mot que j'ai dit. Adriana, quand je l'ai dit, je la massacrerai un jour, mais l'un des éléments de preuve les plus solides était la description par le médecin légiste des contusions présentes sur son front, et lorsqu'ils lui ont demandé d'agir, comment ces ecchymoses ont-elles pu se produire, en utilisant sa main gauche, elle a fait ce mouvement si vous remarquez que sa description correspond à la description qu'Agi a dite. Le même mouvement l'a changé. Dès le premier jour où ils ont commencé à parler à la police, Amanda s'est défendue et a dit que sa première histoire était que je suis sorti de la maison pour vérifier les enfants et j'ai interrogé Agi sur sa sœur et il m'a dit qu'elle était dans la piscine et je ne l'ai pas compris, alors j'ai dit que je suis allé l'appeler, mais quand c'était long, elle est allée trouver Agi en train de la sortir de la piscine et elle a dit que ce jour-là je ne leur avais pas donné à manger parce que l'estomac d'Adriana lui faisait mal, et Agi avait dit, je n'ai pas faim quand je regarde des dessins animés. Elle a également confirmé qu'Adriana avait vraiment peur de l'eau, mais qu'elle voulait apprendre à nager. Son amie Allen, qui vivait avec elle dans la maison, a été interrogée et lui a expliqué les dimensions de la maison, disant que si Agi avait grimpé à l'arbre, il ne pourrait voir la piscine que s'il est complètement en haut, ce qui est impossible, car il ne pourra pas monter au-dessus, que la limite est qu'il lui est possible de grimper c'est au-dessus de la poubelle pour s'asseoir sur une branche de l'arbre. Bien sûr, à ce moment-là, il était au travail, mais il dit que je pense que c'est Adriana qui est tombée dans la piscine et s'est suicidée. Lorsqu'il lui a demandé, est-ce que Amanda vous a dit qu'elle était sortie et avait vu Agi près de la voiture essayant de faire sortir sa sœur? Il a répondu, non, elle ne m'a pas dit ça, nous n'avions pas eu le temps d'en parler. L'enquêteur lui a alors demandé. Il a dit, d'accord, Adriana s'est noyée le 8 août et Amanda a été emprisonnée le 5 septembre, ce qui signifie que vous étiez ensemble presque un mois. Et vous dites que vous n'avez pas eu l'occasion de parler? Le témoignage d'Allen s'est terminé et les délibérations pour le procès d'Amanda ont duré 2 heures, mais il y a eu une pause et le juge a été strict avec elle, alors le jury a décidé qu'Amanda était coupable d'avoir commis un crime. Meurtre au premier degré et maltraitance d'enfants. En mars de la même année, Amanda Lewis est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est de la folie qu'Amanda s'est vue offrir la possibilité d'être emprisonnée pendant seulement 10 ans contre des aveux. Si à ce moment-là elle avait accepté 10 ans, elle aurait été libérée de prison aujourd'hui et n'aurait pas passé toute sa vie en prison, mais elle a refusé. Si elle était vraiment coupable, pourquoi avoir rejeté cet accord? Parce qu'elle a été idiote, ils te traqueront et ils le prouveront. Quand ils le prouveront, cela durera toute une vie, vu que tu étais coupable. Avoue et prends 10 ans au lieu de la perpétuité. C'était stupide. En 2010, Amanda a déposé un recours stipulant qu'il est interdit d'utiliser des abus graves contre des enfants comme crime principal dans une accusation de meurtre avec préméditation si un seul acte d'abus a entraîné la mort de l'enfant. Cet appel n'a pas abouti et sa peine a été confirmée. 3 émissions de télévision ont souligné cette question, dont l'émission de Piers Morgan, et la discussion a eu lieu. Plusieurs personnes ont déclaré « Je ne pense pas qu'Amanda soit coupable », l'État a été critiqué pour cette décision qu'il a rendue sur la base du témoignage d'un enfant, et Amanda est apparue dans une émission télévisée intitulée « Killer Mother » ou « Mother of Killers », où elle a nié avoir tué Adriana, malgré le témoignage de son fils. Certains utilisateurs ont partagé leurs opinions selon lesquelles il était possible qu'Adriana ait réellement glissé et soit tombée dans la piscine, et qu'elle pouvait être renversée. Ce type de piscine est dangereux, même pour les adultes, car ses bords sont glissants. Il est mou et ne peut pas être maintenu en place, contrairement à celui avec des bords de fer.
À la fin, nous atteignons le carrefour et les opinions des gens diffèrent sur l'affaire. Certains d'entre eux voient qu'Amanda est innocente, et Agi a été incité à fabriquer cette histoire. Certains d'entre eux croient qu'elle est en fait une meurtrière, et c'est peut-être un homicide involontaire. Le dernier groupe qui soutient la décision de la Cour voit qu'elle est une meurtrière au premier degré. J'espère qu'Amanda n'a pas été lésée et a reçu le jugement qu'elle méritait. Si elle a été lésée, j'espère que la vérité sortira, car elle a perdu ses 2 enfants en même temps, Adriana et Agi, qui a été adopté par une autre famille. On dit qu'ils ont pris soin de lui et qu'il a terminé ses études. L'important est qu'Agi dit qu'il vivra le reste de sa vie en paix. Loin de ses questions et loin de son passé douloureux, c'est une chose vraiment hideuse que l'enfant soit exposé à cette scène devant lui et à cette perte. Beaucoup considéraient Agi comme un enfant exceptionnel, car il a enduré toutes ces pressions à l'âge de 7 ans. Maintenant, il a grandi et a une chance. Si son témoignage était faux ou qu'il était menacé et endoctriné quand il était jeune, alors il a une chance de sortir et de dire que quelqu'un lui a appris à dire cela quand il était jeune, mais cette chose ne s'est pas produite. Après vous avoir présenté tous les éléments de l'enquête, que voyez-vous de votre point de vue? Pensez-vous qu'Amanda est coupable ou innocente? J'aimerais voir tous vos commentaires ci-dessous. Et si vous avez une opinion que je n'ai pas mentionnée, j'aimerais l'entendre ou la lire. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.